Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci nous allons à la fois parler sorties et plateformes de streaming puisque nous allons attaquer enfin le bilan sur Rings of Power, la série dans l'univers de Lord of the Rings, donc dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui a été lancée par Prime Video début septembre et que personnellement j'attendais avec énormément d'impatience. Le dernier épisode est sorti hier si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, mais on a suivi ensemble chaque semaine la sortie des épisodes grâce à ma première vidéo, un bilan, mes attentes, etc., la chronologie de Tolkien, enfin je resitue un petit peu l'œuvre. Et ensuite chaque semaine on s'est retrouvés tous les dimanches à 16h pour des avis rapides, donc des avis d'1 minute sous forme de short sur les différents épisodes de la série, et ce jusqu'à hier qui était donc le dernier épisode. J'aime vraiment suivre les séries avec vous, épisode par épisode. Je trouve qu'il y a vraiment un côté hyper bon enfant, hyper familial, communautaire de suivre une série ensemble, et j'avoue que j'apprécie faire des shorts même si ça me donne du travail en plus de mes 3 vidéos par semaine. Donc si jamais avant de voir cette vidéo bilan, je vous recommande d'aller découvrir les shorts de chaque épisode de Ring of Power qui sont disponibles sur ma chaîne. Ils sont d'ailleurs disponibles également sur TikTok si jamais, puisque c'est sur TikTok que je les monte et du coup je les publie là-bas, donc si jamais vous voulez me suivre, c'est Lily s'ennuie, voilà, vous avez le lien en description comme d'habitude. Bref, introduction très longue pour dire que on se retrouve format chill, format tranquille, pour parler un petit peu et pour faire le bilan sur cette série. Il y a les séries très mauvaises, il y a les séries qui sont excellentes, et il y a les séries qui sont dans l'entre-deux, et malheureusement pour ce Rings of Power, nous sommes dans l'entre-deux, et il faut vraiment qu'on en parle et qu'on argumente dessus et qu'on essaie de décortiquer tout ça, pour comprendre un petit peu déjà si la série vaut le coup, pour vous, si vous ne l'avez pas encore commencé, et surtout où sont les pour et où sont les contre, malheureusement. La vidéo ne contiendra aucune révélation ou spoil majeur, mais comme elle revient sur l'intégralité de la saison 1, je vais forcément parler de l'épisode 4, de l'épisode 5, de l'épisode 6, et donc des différents personnages qu'on y retrouve, donc il n'y aura aucune révélation spoiler, mais par contre on va prendre l'histoire dans son intégralité. Je vous laisse enfin avec le générique et on se retrouve juste après pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, Ring of Power, c'est donc la série qui a été lancée sur Prime Video, donc par Amazon Prime, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est une série qui a coûté extrêmement cher à Prime Video, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au premier abord, elle a fait beaucoup parler d'elle pour le coût qu'elle représentait. Il faut savoir que le coût, c'est l'intégralité du coût qui est prévu pour chaque saison, plus le coût de l'achat des droits de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je vous l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo, mais Prime Video a, on va dire, remporté les enchères parce qu'il y avait d'autres concurrents sur la place, notamment Netflix. Le projet de Netflix n'a pas plu et n'a pas remporté les suffrages, c'est donc Prime Video qui a rapporté les enchères et ça leur a quand même coûté extrêmement cher, surtout qu'ils n'ont pas les droits de tout. Ils n'ont pas les droits du Silmarillion par exemple, ils n'ont pas les droits de certaines autres œuvres, surtout des droits sur des morceaux relativement fragmentaires de l'histoire du monde de Tolkien, et également sur Le Seigneur des Anneaux, donc l'œuvre originale et le Hobbit, mais d'après ce qu'on en sait, dans le contrat qu'ils ont signé lors de l'achat des droits, ils ne sont pas supposés remettre à l'écran les histoires qui ont déjà été mises à l'écran par Peter Jackson il y a une dizaine d'années pour le Hobbit et bien plus longtemps pour le Seigneur des Anneaux. Donc Prime Video doit se contenter, entre guillemets, d'un espèce de scénario relativement tronqué, un petit peu fragmentaire, un petit peu par morceau, de ce qui se passe durant le second âge. Si vous ne maîtrisez pas les différentes périodes de l'histoire de Tolkien, j'étais revenue très largement dessus dans ma première vidéo, je vous mets le petit, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller voir, il y a un chapitrage, donc si vous voulez juste voir la partie chronologie, vous dirigez vers le sommaire, vous pouvez cliquer directement, histoire qu'on soit ensemble à peu près au même niveau quand je parle de second âge et premier âge, histoire qu'on se comprenne quoi. Ils adaptent donc une partie du second âge, ils n'ont pas les droits sur tout, les parties du Silmarillion, etc. ils les ont pas. Donc c'est une sorte de défi d'équilibriste que s'est lancé Prime Video avec sa série de 8 épisodes qui font 1 heure chacun, un peu plus, un peu moins, donc d'environ 8 heures. Les 2 premiers épisodes étaient sortis le 2 septembre 2022, donc il y a un peu plus d'1 mois. Le 8e épisode est sorti hier pour vous si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 14 octobre 2022. Et ça a été une épopée qui a été relativement longue et compliquée à suivre, puisque la série qui était extrêmement attendue de par le succès de l'univers de base, le succès des films de Peter Jackson et les fans quand même très attachés à l'univers de Tolkien et à l'œuvre de Tolkien, qui est une des œuvres de fantasy les plus connues au monde, les plus denses, les plus étendues, etc. Et puis en plus, c'est un des pères de la fantasy actuelle. Donc il y avait vraiment une attente et on va dire une inquiétude de la part des fans qui a été très importante. J'en fais partie puisque dans ma précédente vidéo, je vous listais un petit peu les attentes et les inquiétudes que j'avais d'après le premier trailer, d'après ce que je savais en fait du contexte de réalisation de la série. Et il faut être honnête, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, voire si vous avez carrément
regardé la série. Les épisodes n'ont pas forcément tous convaincu, les choix, que ce soit dans la direction artistique, dans le rythme, dans l'écriture, dans le scénario, n'ont pas tous convaincu, alors que d'autres choses, à l'inverse, ont été plutôt largement validées, et c'est sur ces différents points que je vous propose de revenir. On commence avec la direction artistique, et je vais d'abord commencer par les visuels généraux, c'est-à-dire les paysages et les différents univers qui sont développés dans la série. Il faut savoir que les visuels sont extrêmement importants dans un univers de fantasy, puisqu'il va falloir créer des villes, des châteaux, des créatures qui n'existent pas, on ne peut pas trouver dans la vraie vie en sortant dehors. Donc il va y avoir forcément un important travail de numérique et d'effets spéciaux, mais Peter Jackson, dans la première saga, avait allié tout ça avec des visuels naturels très forts, puisqu'il avait notamment tourné en Nouvelle-Zélande, qui est connu pour avoir un environnement naturel déjà assez éclectique, assez différent, et en plus encore assez sauvage. Et cet environnement naturel de Nouvelle-Zélande allié à des effets spéciaux finement travaillés, c'était vraiment la patte de l'univers de Tolkien, selon Peter Jackson, et donc ce à quoi on était habitué en tant que fan. Là, pour Rings of Power, les visuels de la saga sont assez unanimement validés et personnellement, je suis d'accord. Franchement, c'est très très beau. Bon, il y a un effet de tableau, comme des photographies dans lesquelles ensuite les personnages vont évoluer. C'est pas très très vivant comme paysage, on va dire, d'autant plus que certains lieux, notamment Numénor, sont très très numériques et sont entièrement en fait créés par informatique, donc forcément, ça a quelque chose de relativement figé, qui fait pas très naturel. Ça... C'est vrai que ça peut être gênant de prime abord, mais c'est vrai que globalement, la photographie est très belle. Bien qu'on retrouve peu d'environnement naturel, il y a quelques plans, notamment dans le dernier épisode qui est sorti hier, et ça fait plaisir à voir. Donc il y a quelques plans naturels, mais il y a aussi beaucoup de numérique qui est quand même extrêmement présent. Personnellement, il y a quelques très beaux moments qui m'ont marqué. Déjà, la course de la cavalerie dans l'épisode 6, je l'ai trouvé génial. De toute façon, l'épisode 6, c'est mon épisode favori, donc pour les trucs positifs, je vais beaucoup vous en parler, je pense. Toutes les scènes de glace dans l'épisode 1, je les ai beaucoup appréciées, et honnêtement, j'ai regretté qu'il n'y en ait pas plus des scènes dans le Grand Nord. On dirait vraiment que ces scènes-là, elles ont été mises pour le pilote et pour faire joli, en fait, dans la bande-annonce, et qu'ensuite, ils ont complètement abandonné le concept de nous montrer des elfes dans la neige et dans la glace, alors que moi je trouvais que c'était un environnement qu'on ne connaissait pas de l'univers de Tolkien et qui était très intéressant. J'espère vraiment qu'on y retournera dans d'autres saisons. J'ai beaucoup aimé les premiers visuels de la Moria, donc de Khazad-dûm, parce qu'on est allé à Khazad-dûm, ça faisait partie de mes attentes, qui sont proposées notamment dans l'épisode 2. Malheureusement ensuite, même si on retourne à la Moria, on ne nous montre que quelques salles, c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu toujours les mêmes endroits, le salon de Durin, etc. Mais ils diversifient pas trop et en fait ils nous font pas tant visiter la mine que ça, et je trouve ça très très dommage parce que moi ça faisait partie de mes attentes, et que le premier visuel qui nous est proposé dans l'épisode 2 est super beau, avec des plantes, des effets de lumière, etc. Et ça revient pas du tout, alors que par exemple dans le Hobbit, on nous montre beaucoup de choses de la vie des nains, beaucoup de choses de la vie sous la montagne des Rébors. Là en fait on en sait beaucoup moins en 8 épisodes, qui pourtant, il y a tout un arc qui se centre sur la vie des nains, que dans l'épisode du Hobbit où la plupart du temps les nains sont complètement à l'extérieur de la mine puisque le but est d'y retourner. Je trouve ça un petit peu dommage. Le début de l'épisode 1 était aussi très intéressant avec la représentation des premiers âges, on va dire, et des premiers soleils, des arbres éternels, des elfes, etc. Ça aussi c'était assez beau. Il y a d'autres moments. Les premiers moments de Numénor, même si c'est très numérique, c'est travaillé, il y a une patte graphique qu'ils ont donnée à Numénor où ils ont joué en fait sur l'aspect antiquité, ils ont utilisé les codes de notre antiquité, donc ça a un côté un petit peu Venise à l'ancienne si vous voulez, avec des canaux, c'est un côté très italien. Moi j'aime beaucoup le style qu'ils ont essayé de donner et qu'ils ont essayé d'associer à la civilisation de Numénor, qui a un côté très renaissance italienne que je trouve intelligent, et également très antiquité italienne. Ils se sont vraiment inspirés très largement de l'Italie pour les toges, pour les bijoux, etc. Il y a même des bijoux qui sont directement inspirés de bijoux antiques. Ils ont quand même fait tout un travail de recherche là-dessus pour essayer de construire, on va dire, une identité visuelle à Numénor qui serait facilement identifiable de par les codes culturels qu'on a dans notre histoire à nous, on va dire. Et le dernier épisode également a beaucoup de très jolis plans, dont le tout dernier plan de l'arc des pieds velus que j'ai beaucoup apprécié et qui est l'un des rares plans qui m'a donné vraiment un feeling Seigneur des Anneaux. Le deuxième point qui est intéressant d'aborder, c'est les costumes. Comme je vous l'ai dit, pour Numénor, ils ont beaucoup travaillé dans un côté, on va dire, à l'antique et à l'italienne, à l'histoire italienne. Et je trouve que tous les costumes et toutes les identités des différents peuples sont plutôt bien travaillés. J'ai beaucoup aimé le travail des nains, même si vraiment, j'insiste, ne pas mettre de barbe aux femmes nains, c'est trahir l'univers de la fantasy classique de Tolkien. Pourquoi ils ont pas de barbe? Ça fait partie du truc. Je veux dire, les gens auraient peut-être rigolé, entre guillemets, et ça aurait été complètement idiot d'ailleurs de le faire au premier épisode, puis on se serait habitué et ça aurait fait partie de la culture des nains. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Mais sinon, je trouve que toutes les tenues, tout le style qui a été associé aux nains, les grosses barbes tressées, etc., les masques qu'ils leur ont fait, qui ont un côté très très antique également d'ailleurs, et qui fait très spartiate, je trouve que c'est bien pensé et c'est intelligemment pensé. Pareil pour les elfes, très beaux costumes, notamment les toutes dernières tenues de Galadriel dans l'épisode 8, elles sont absolument
magnifiques. La robe verte là ça lui va ravir, mais d'une manière générale il y a beaucoup de très très belles tenues qui nous sont proposées. J'ai beaucoup aimé le design qui a été développé pour les orques, cette espèce de côté primitif, j'ai adoré, je suis trop fan, et d'ailleurs tous les visuels où ils ont cette espèce de crâne primitif etc, j'ai beaucoup aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé le visuel qui est associé à Aldar. Donc là je trouve qu'au niveau des costumes pareil il y a un travail qui est super intéressant. J'ai apprécié les passages de nuit avec les flambeaux qui sont très beaux et qui font très pour le coup Lord of the Ring. Ça nous rappelle un petit peu le gouffre de Helm. De toute façon il y a tout un épisode et toute une scène dans les Terres du Sud qui nous rappelle le gouffre de Helm, un petit peu comme la scène quand il court dans la forêt qui nous rappelle la scène de Boromir. Il y a des petits clins d'œil comme ça mais on va en reparler. Je crois que je vais beaucoup aimer le design qu'ils ont donné à Sauron. Malheureusement on n'en sait pas plus quoi. On a juste ce qu'on a très légèrement vu dans le premier épisode dans l'introduction de ce qui s'est passé avant, mais je crois que je vais beaucoup aimer le design de Sauron et je crois que j'ai très envie d'avoir une armure à la Sauron. Sur les costumes il y a un vrai travail de recherche, mais il y a un truc qui m'a énormément gênée, c'est que les costumes sont trop propres. Alors je vous fais souvent cette remarque, ce que j'appelle un costume trop propre, c'est un costume qui ne fait pas user, qui ne fait pas porter. C'est un costume qui sort du pressing, si vous voulez. On essaie de nous projeter dans un univers d'heroic fantasy, ils ont pas la machine à laver, ils ont pas le pressing, ils ont pas le repassage. Leurs habits, ils sont usés, ils sont portés. Pour la reine de Numénor, pour le roi des elfes, on peut essayer de montrer que justement, ils sont d'un grade supérieur et qu'ils ont des vêtements particulièrement neufs et particulièrement bien repassés. Mais sur une peuplade hyper pauvre des Terres du Sud, sur les soldats de Numénor, après une bataille, etc., il n'y a pas d'égratignure. Alors oui, ils te mettent 3-4 poussières, après au début de l'épisode 7, sur les armures, mais ça manque de vie et ça manque d'usage au niveau des costumes et moi c'est toujours quelque chose qui me gêne. On passe aux effets spéciaux. Alors il y a un effet visuel qu'ils ont énormément utilisé que je n'ai pas du tout aimé. Pourtant c'est quelque chose qui peut être bien mais là j'ai pas aimé comment ils l'ont utilisé, c'est le ralenti. Ils l'ont utilisé pour montrer la puissance des elfes. Ils font le mouvement en ralenti donc ils l'ont beaucoup utilisé sur l'elfe des Terres du Sud, l'elfe noir. Mais globalement ils ont beaucoup utilisé le ralenti, ils l'utilisent encore à la fin dans le dernier épisode avec les câlins là que se font les pieds velus. J'aime pas comment ils utilisent le ralenti, j'aime pas l'effet que ça fait. Le ralenti ignoble qu'ils ont fait à Galadriel, je sais plus dans quel épisode c'était. Je crois que c'est dans l'épisode 3, mais celui où on découvre Numénor, ils lui ont fait un ralenti ignoble à cheval. Elle est à cheval, le plan est plutôt beau de loin, puis on se rapproche et elle fait avec sa tête là. Il y a des ralentis qui sont pas beaux et ça défluidifie les épisodes. Alors déjà qu'on va parler du rythme, c'est pas très fluide, mais là les ralentis je les trouve pas du tout bien utilisés, je trouve pas du tout ça intéressant. Par contre, il y a d'autres effets spéciaux qui sont très cool. Les effets spéciaux qui sont associés à l'équipe, on va dire, de sorcières, sectes, idolatrices de Morgoth, là, les espèces de 3 femmes habillées de blanc avec 3 identités très différentes et 3 formes de puissance très différentes, en tout cas d'après l'analyse qu'on peut faire de leur physique, parce qu'on n'apprend pas trop à les connaître au final dans la série. J'ai beaucoup aimé les effets spéciaux qu'ils ont associés à leur pouvoir et à leur magie. J'ai trouvé ça fin et élégant et juste ce qu'il faut. Ils en ont pas trop fait, ils n'ont pas été trop dans les sbroufs, ils ont fait juste ce qu'il faut et j'ai trouvé ça super. Malheureusement, c'est que dans le dernier épisode. Un petit peu dans l'avant-dernier et beaucoup dans le dernier. Et c'est tout. Et ça, c'est très dommage. Et du coup, j'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui se passe autour du personnage du SDF des étoiles, Rocketman, là. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe autour de Rocketman, mais bon, là encore, c'est très peu. On a à peine un avant-goût. C'est un goût de trop peu, si vous voulez. Alors oui, il va y avoir d'autres saisons. Je sais qu'il va y avoir d'autres saisons. Je sais qu'ils veulent en faire 5 et qu'il faut qu'ils se gardent de la réserve. Mais tu restes sur ta faim. Et en plus, quand c'est des trucs qui sont bien. Dernier point que j'ai trouvé un petit peu intéressant, embêtant, mais cool. Voilà, c'est indécis, c'est le Balrog. Donc on a une apparition du Balrog qui était déjà teasée dans la bande-annonce. D'ailleurs c'est une grosse arnaque, mais bon ça, on va même pas en reparler parce que ça m'a énervé. Mais voilà, il y a le Balrog, mais c'est un peu un Balrog de l'arnaque. Et ils ont gardé exactement le même visuel que celui du Balrog de Peter Jackson dans les films. Ils ont pas changé d'un iota, c'est vraiment le même. Je me demande même s'il a pas été, s'ils ont pas racheté dans les droits, dans le package de droits, s'ils ont pas racheté les visuels et l'animation du Balrog des films de Peter Jackson, je me demande. Vraiment c'est exactement le même. Moi je trouve ça super cool que ce soit le même parce que c'est le Balrog que je connais, que du coup je sais que c'est le même, puisque les Balrogs de toute façon ça vit extrêmement longtemps, mais du coup, eux qui passent leur temps à dire « Ah, on fait pas comme dans Peter Jackson, il faut faire la distinction, attention les fans, soyez pas des extrémistes, c'est pas les films de Peter Jackson », ben là du coup c'est pas clair, et ça brouille un peu les pistes. Donc là, question, mais après le Balrog est stylé, même si c'est le Balrog de l'arnaque. Dernier point sur la direction artistique, la musique. Alors, sur les premiers épisodes, je trouve que la musique est intéressante, puis à partir de l'épisode 3, on perd complètement de l'intérêt pour l'accompagnement musical des épisodes, et ça revient juste pour le dernier, pour le 8. Donc, entre le 3 et le 7, l'accompagnement musical est
pas si important et surtout ne connote pas du tout une ambiance Seigneur des Anneaux, voire même une ambiance fantasy fantastique, comme ils ont essayé de faire l'effort de le faire dans le 1 et le 2, et comme ils refont l'effort de le faire dans le dernier épisode. Je me suis un peu interrogée là-dessus, j'ai pas de réponse à vous proposer, mais je trouve ça un petit peu dommage. Honnêtement, dans le 8e épisode que je viens juste de voir, il y a de très très belles musiques et qui créent l'ambiance, et ça fait partie de l'ambiance de l'univers, donc c'est dommage qu'ils aient pas un petit peu plus insisté là-dessus. Par contre, et je suis très contente, ils ont mis des chants. Alors, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, ça revient des goûts, moi j'aime, mais voilà. Les chants, c'est très très intégré à l'œuvre de Tolkien. Il a d'ailleurs écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de chansons, etc. qui font intégralement partie de son œuvre. Et je trouve ça très très bien qu'ils en aient mis dans la série. Il n'y en avait pas dans Le Seigneur des Anneaux, et avec le recul, je trouve que ça manque, même si l'œuvre du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est parfaite telle qu'elle est, nous allons la laisser tranquille. Voilà, ça aurait été cool qu'on ait un peu de chansons. Il y en a une dans le Hobbit. J'espère vraiment qu'ils vont en mettre plus dans cette série-là parce que ça fait intégralement partie de l'œuvre de Tolkien. Là, ils ont mis la chanson des nains qui est absolument magnifique. C'est dans l'épisode 4, c'est sublime aux oreilles et ça accompagne très très bien en plus l'événement qui se passe à ce moment-là et ça fait univers de Tolkien. Pareil, l'épisode suivant, dans l'épisode 5, ils font chanter les pieds velus et en plus, ils montrent la carte de la Terre du Milieu et le déplacement puisqu'ils sont en train de faire leur transhumance de pieds velus, leur migration, voilà, c'est pas du tout des vaches, ils font pas une transhumance, leur migration de pieds velus, et il y a cette chanson, et pareil, ça m'a donné le thrill, d'ailleurs c'est le seul moment où l'arc des pieds velus, je l'ai trouvé vraiment excellent, parce que ça, c'est un bonbon, et la chanson est très très cool en plus. Et ça m'a fait plaisir dans le dernier épisode, générique de fin, je m'attendais à rien, honnêtement, parce que jusqu'à maintenant on n'avait rien pour les génériques de fin. Générique de fin, on a une musique. Alors, honnêtement, j'ai pas adhéré au style de la musique, mais j'ai aimé les paroles qui nous rappellent un petit peu ce qu'on connaît ensuite de l'univers de Tolkien et qui nous font des promesses pour les potentielles futures saisons. Et il y a intérêt de nous en faire des promesses parce que Dieu sait qu'on est frustré sur certains trucs. Mais j'ai apprécié qu'ils mettent une partie musicale dans ce dernier épisode. Et j'apprécie d'une manière générale qu'ils soient en corrélation avec l'univers de Tolkien en mettant des parties musicales. Il pourrait même mettre des petits poèmes ou des trucs un petit peu déclamés comme des haïkus. Ça s'intégrerait à l'univers de Tolkien et ça ferait partie de la façon dont cet univers a été conçu, pensé, écrit et ça je trouve ça très bien. Donc la partie direction artistique c'était la partie cool parce que c'est ce qui est le plus intéressant et le plus positif en fait dans la série, c'est que vraiment on a de beaux visuels, tu sens qu'il y a du travail derrière, il y a du travail sur les costumes, il y a du travail sur le design des personnages. Alors oui, elle ronde un brushing et je l'avale toujours pas. Mais bon, je m'y suis habituée parce que d'un épisode à l'autre, tu finis par t'y habituer. Globalement, il y a un beau travail au niveau visuel. Donc on va passer au point où ça va faire beaucoup plus mal, l'écriture de la série. Donc on va parler à la fois du scénario, du développement de personnages et également du rythme qu'ils ont donné à leurs épisodes, à leur découpage d'épisodes et d'une manière générale à la saison complète. Alors on va commencer par l'écriture des personnages. Il y a de très très bons personnages. Honnêtement, il y en a qui sont très très bons. Le meilleur personnage qui est le mieux écrit et le mieux interprété, c'est Durin. Je trouve que déjà c'est vraiment un nain. T'as l'impression que le mec il s'est incarné dans ce qu'est un nain. Il illustre très très bien, il joue très très bien. C'est d'ailleurs l'un des rares personnages à avoir de vrais bons dialogues, on va en reparler. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Durin. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont ils ont développé Elrond. Alors comme je l'ai dit, j'aime pas du tout l'esthétique qu'ils lui ont donnée, bon on fera avec, c'est comme ça. La façon dont son caractère est développé petit à petit et la façon dont il est abordé, franchement c'est très intéressant et ça fait plaisir à voir, de voir en fait comment évolue ce personnage. Ça j'ai également énormément apprécié. J'ai beaucoup aimé également Elendil, que je trouve qui est un personnage très intéressant, qui est pour le moment assez en retrait, mais où on voit qu'il va y avoir un caractère développement intéressant. Le personnage de Aldar, qui se révèle particulièrement dans l'épisode 6, que j'ai par ailleurs beaucoup aimé, qui est mon épisode favori, je vous l'ai déjà dit, mais les révélations que Aldar nous fournit dans l'épisode 6 sont intéressantes et je trouve que de tous les personnages, c'est celui qui problématiquement apporte le plus d'éclaircissement sur l'univers, alors que c'est pas forcément un personnage très important. Et j'ai bien aimé le personnage du SDF de l'espace, juste pour l'aspect mystère qu'il nous apporte, parce qu'il faut reconnaître que, à part dans le dernier épisode, on n'a pas trop d'informations et on n'a pas trop de développement de son caractère et de qui il est. Mais j'ai aimé l'aspect mystère, l'aspect à chaque épisode on se demande si on va avoir des révélations ou pas, et du coup l'aspect déception constante, soyons honnêtes. J'ai aimé cet aspect-là parce qu'il rajoute quelque chose de différent que les autres personnages n'apportent pas. Par contre, au-delà de ces personnages-là, on a une foule de personnages qui n'existent pas, qui sont même pas développés au niveau de leur caractère. La fille d'Elendil, on nous fait des plans entiers sur elle, elle est pas intéressante pour le moment, ils l'ont pas du tout développé. Pareil pour le roi de Numénor et sa fille, ils sont pas du tout développés au niveau du caractère. Pareil pour les pieds velus. Les pieds velus, ce sont des stéréotypes sur pattes. Ils sont tout le temps mono-émotionnels ou quasiment, à part sur la fin. Et encore, c'est pas grand chose. Alors oui, on apprend vaguement leurs coutumes, mais même ça, c'est pas particulièrement creusé, alors même que pourtant, leurs passages sont très longs et assez
relou et assez ennuyant, alors là, ils pouvaient nous en mettre des caisses sur le développement des coutumes. Et au final, ça tourne assez en rond, on n'apprend pas grand-chose sur eux. Et ça, c'est le cas d'énormément de personnages de la série. La femme de la Tétère du Sud avec son fils et son elfe, là, au final, on sait toujours rien. Et au final, ces personnages, je m'y suis pas du tout attachée, puisque ils nous les ont pas vraiment développés. Ils sont pas vraiment intéressants. Pareil pour Halbrand, d'ailleurs. Halbrand, c'est un personnage qui est intriguant parce que c'est un personnage qui va suivre le personnage principal qui est Galadriel, il faut être honnête, le personnage principal c'est Galadriel, enfin ça va être Galadriel et Elrond, mais pour moi Galadriel elle domine vraiment le game dans la série, et Halbrand il va la suivre mais il est pas tant développé que ça non plus. Par contre il y a un personnage qui nous ont bien développé et qui est insupportable. Galadriel c'est un personnage qui est très développé et qui est très mal développé. Je pense que Galadriel va être un personnage qui va être très peu apprécié dans la série. Pourquoi cela, me direz-vous? Parce que Galadriel, c'est un personnage qui est très antagoniste dans la façon dont il est développé, très tout noir, tout blanc, qui est assez relou, au sens où elle déclame en fait ces espèces de lignes de dialogue, son truc sur les tempêtes, etc., ou ses grands trucs de morale, mais elle est comme en dehors, si vous voulez, du plan d'existence. Et c'est pas le fait qu'elle soit un elfe, parce que Elrond n'est pas comme ça, et le roi des elfes n'est pas comme ça, même le roi des elfes, il a l'air plus là dans les scènes que elle. En fait, elle paraît en décalage. Alors je sais pas si ça vient du jeu d'acteur, si ça vient de la direction d'acteur, si ça vient de la façon dont le personnage est écrit, ou si ça vient de ses dialogues, parce que comme je vous l'ai dit, il faut qu'on parle des dialogues, ils sont pas bien écrits, mais le personnage principal, qui est le personnage qu'on suit le plus, est constamment en décalage, que ce soit au niveau de ses émotions faciales, etc. Et ça, c'est quand même très problématique, et je pense qu'il y a plein de scènes qui auraient pu être des scènes extrêmement épiques et pleines d'émotions. Le départ de Núménor, la charge de la cavalerie, le début de l'épisode 7, là où ils sont dans le brouillard, etc. Ça aurait pu être des moments très galvanisant si on avait eu un personnage principal fort auquel on est émotionnellement identifié et attaché, mais ce n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense aussi, que la storyline de Elrond et de Durin est beaucoup plus intéressante alors qu'il se passe beaucoup moins de choses que la storyline de Galadriel, parce que le problème, c'est Galadriel. Venons-en au dialogue, je vous dis qu'on en parlait, ils sont mal écrits. Voilà, merci d'avoir participé. Non, il y en a quelques-uns qui sont bien écrits, notamment le dialogue entre Galadriel et Aldar, dont je vous ai parlé à l'épisode 6, également certains dialogues entre Durin et Elrond qui sont intéressants, un dialogue avec Durin et son père qui m'a marqué également, il y en a quelques-uns comme ça de temps en temps qui sont sympas, mais globalement je trouve que les dialogues sont pas très intéressants, et on dirait plutôt que les personnages essayent de sortir des catchphrases ou des espèces de phrases pour qu'on se rappelle, genre il faut créer la citation, il faut que les fans ils aient envie de faire des mèmes avec la citation du personnage, tu sais. On dirait que c'est ça qu'ils cherchent, ils cherchent des espèces de slogans de personnages, plus que des échanges de dialogues vraiment intéressants. C'est un peu dommage, je trouve, et ça se ressent énormément dans le dernier épisode, où là, ils nous font carrément des citations de l'univers de Peter Jackson et des films de Peter Jackson qui sortent de nulle part. Alors que justement, ils passent leur temps à dire oui, il faut distancier avec l'univers de Peter Jackson. Là, ils te sortent des citations comme ça, allez, on cite, on fait des refs, etc. Mais ça va pas, non? Mais pourquoi vous faites ça? J'ai pas compris, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'écriture des dialogues et au niveau de l'écriture de certains personnages. Mais j'en ai pas fini avec les problèmes que j'ai trouvé qu'il y avait sur l'écriture. On va passer à ce concept de diviser la série en différents arcs. C'est quelque chose qui se fait très souvent, qui se fait dans les mangas, qui se fait dans les romans, où on va voir un chapitre par personnage, et qui se fait dans des séries qui ont énormément de succès, comme la série Stranger Things ou la série Game of Thrones. Mais, en général, quand on débute son histoire, tous les personnages, ou du moins on va suivre un certain groupe de personnages qui est d'abord uni et qui va ensuite se séparer, où on va suivre un personnage pendant un certain temps, puis ensuite introduire de nouvelles lignes. Là, de but en blanc, dès le premier épisode, ils nous mettent plein de storylines différentes. On a les pieds velus, on a Galadriel, on a Elrond et les nains, on va avoir les orques qui vont ensuite rejoindre d'autres storylines, et en fait on a l'impression que chacune de ces histoires a été développée totalement indépendante des autres, sans qu'il y ait de réelle communication, à part de savoir à quel épisode ils sont censés se rencontrer. Par exemple, la storyline de Galadriel doit rencontrer la storyline des orques à l'épisode, fin d'épisode 5, début d'épisode 6. Et ils ne savent que ça l'un de l'autre au niveau de la communication de ce qu'ils écrivent, et t'as l'impression vraiment qu'il y a un manque de cohérence entre les différentes lignes. Alors, on pourrait créer l'effet puzzle. L'effet puzzle, c'est quand t'as plein d'indices et plein de choses qui ont pas l'impression d'être liées entre elles, et quand on réunit tout, ça fait oh, le truc divin, et hop, t'as la révélation divine. Là, je trouve pas qu'on ait l'effet puzzle particulièrement. On l'a un petit peu dans le dernier épisode, mais au final, comme c'est très lent et ça drame beaucoup, on tourne beaucoup en rond dans toutes les storylines, en fait, dans toutes les histoires, on tourne beaucoup en rond. Du coup, c'est un petit peu laborieux, et même quand ils rassemblent tout, tu sens que c'est un peu laborieux, et tu sens que c'est un peu forcé. Tu sens qu'ils se sont dit, ouais, on va faire une sorte de grande saison introductive, on va bien définir tous les personnages, alors qu'ils définissent pas trop leurs personnages, pour le coup, et à la fin, boum, ça va faire le puzzle, mais j'ai pas eu ce sentiment où ça matchait vraiment, même si, effectivement, on a quand même des révélations dans le dernier épisode, et on a quand même des choses qui se rejoignent. En plus, il y a un gros problème au niveau de la découpe de ces différentes lignes, de ces différents arcs. C'est-à-dire que, au lieu de laisser un arc dominer certains épisodes,
ils essayent toujours de bien les répartir et de leur laisser à peu près le même temps. Alors, il y a toujours un arc qui est pas présent. En tout cas, à partir de l'épisode droit, il y a toujours un arc qui va être oublié pendant un épisode et qui va revenir dans le suivant. Mais moi, je trouve pas ça gênant. Mais il n'y a pas d'arc dominant. Et ça, c'est vraiment très problématique parce que du coup, on n'a pas d'emphase qui se crée. À chaque fois qu'il commence à se passer quelque chose quelque part, on va à un autre. On va à une autre histoire, on va sur un autre personnage. Ça, c'est très 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 problématique parce que du coup, ça perturbe énormément la construction des différents épisodes et ça perturbe notre suivi à nous de ces différents épisodes. C'est gênant et alors, je sais pas si ça vient de l'écriture ou si ça vient ensuite du montage et de la façon dont ils ont choisi de faire leur cut, mais c'est très problématique. Et si on continue sur la construction des épisodes, il y a aussi un gros problème de rythme. Jusqu'à l'épisode 6, il ne se passe pas grand chose. On a un premier épisode qui est un épisode simplement d'exposition pour poser le contexte. On a ensuite des épisodes où on nous présente et représente des personnages et des cadres, mais où il n'y a pas d'enjeu qui commence à se former, où on sait pas trop ce qui se passe, on évolue dans un univers extrêmement confus. L'arc des pieds velus est très 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 lent. Les autres arcs avancent pas particulièrement non plus. Il y a tout le passage où Galadriel est sur le radeau que j'ai trouvé absurde et inutile et je pense qu'ils auraient pas dû nous le mettre, qu'ils auraient dû faire ça autrement parce que je trouvais ces passages-là pas du tout intéressants et ils faisaient pas du tout univers de fantasy, Tolkien, etc. De ma perception en tout cas. Et jusqu'à l'épisode 6, il ne se passe rien ou pas grand-chose et on tourne en rond. À l'épisode 6, on a enfin un peu d'action. Le problème, c'est qu'il ne reste que 2 épisodes avant la fin. Et il faut imaginer que du coup, tout doit se rusher à la fin. Et effectivement, épisode 6, épisode 7, épisode 8, là, on te gave d'informations. Et pourtant, il y a encore des moments où tu t'ennuies. Notamment les arcs des pieds velus. Et l'épisode 7 qui est un peu en creux. Mais le 6 et le 8, c'est 2 épisodes extrêmement denses avec beaucoup d'informations et beaucoup de ces fameux connecteurs puzzle dont je vous ai parlé. Mais ça fait que le rythme est pas bien réparti. Et qu'en plus, ils ont pas du tout pensé leur série comme une série. Ils l'ont pensé comme un gros film, mais leurs épisodes ne sont pas pensés comme des épisodes avec un cliffhanger final à la fin de l'épisode pour te donner envie de regarder l'épisode suivant. Si, il y a ça l'épisode 6, le fameux épisode 6 que j'aime beaucoup. Et il y a ça l'épisode 8 pour te donner envie de regarder la saison 2. Ça, c'est génial. Mais par contre, sur les autres épisodes, tu regardes la fin de l'épisode 3 ou de l'épisode 4... Ouais, enfin moi j'avais quand même envie de faire autre chose quand je regardais les épisodes. Mon esprit commençait à divaguer, j'étais pas concentrée, j'étais pas dans le truc, parce qu'il y a pas d'enjeu. Cette façon tu peux avoir d'appâter ton spectateur et de lui donner envie de regarder, t'as pas tout ça, et du coup c'est forcément extrêmement frustrant, extrêmement dommage. Et en plus, on continue sur l'écriture, je suis désolée. Là, la série, elle encaisse. Mais parce que c'est vraiment son très gros point faible, l'écriture. Il y a plein de TGCM. Donc je vous l'ai dit, les TGCM, c'est les tais-toi, c'est magique, mais tais-toi version moins polie. C'est en gros des trucs qui se passent, faut pas que tu te poses trop de questions. C'est comme ça, voilà. Creuse pas, cherche pas, essaye pas de trouver la logique. C'est le cas avec la super fontaine de Sauron magique, que personne n'a jamais détruit, alors qu'on essaie de détruire toutes les traces de l'emprise du mal sur ce territoire. Non, on l'a laissée là, elle est là, puis en plus elle est encore fonctionnelle. Génial. C'est le cas du délire entre les orques et le soleil, qui ne fonctionne pas parce qu'ils nous disent un truc au début et ils arrivent pas à s'y tenir jusqu'à la fin. C'est le cas avec littéralement la survie au début de l'épisode 7. Ça n'est pas logique. Oui, t'es dans un univers de fantasy, mais il faut que ton univers de fantasy, il soit cohérent. Il faut de la cohérence. Dans l'absolu, moi ça me dérange pas qu'il y ait des balrogs, mais il faut que ce soit cohérent. Et les balrogs sont cohérents, même avec les films de Peter Jackson. Le début de l'épisode 7, c'est pas cohérent. Voilà, c'est pas cohérent, et du coup, tu décroches. Tu te dis, c'est absurde. Regardez, vous connaissez pas cette personne, c'est votre roi. Ouais, vive le roi. Ça ne tient pas. Ton esprit dit, tu peux pas adhérer à ça. Ou alors c'est parce que tu es pas du tout concentré et que tu laisses le truc se découler sans te poser de questions. Mais si tu te poses pas de questions, c'est pas normal non plus. Ça, c'est aussi un des très très gros problèmes. Le problème, c'est que là, sur l'écriture, sur le montage, sur le cut et sur le rythme, on accumule énormément de problèmes qui font que oui, la série est décevante, pas sur la forme, mais sur le fond. Or, si vous voulez mon avis, qu'est-ce qu'il y a de plus important entre la forme et le fond ? C'est le fond. Même avec une forme tout pourrie, on peut quand même dire l'histoire elle est bien écrite, les personnages sont bien écrits, c'est intéressant. Même sur un fond extrêmement basique, on peut être emporté par une série, mais par contre si t'as pas de fond, tu peux mettre toute la forme que tu veux, ça ne passera pas pour près du public, parce que ce qui nous fait accrocher à une série, c'est pas que ce soit beau, ou alors on télécharge des fonds d'écran, mais on ne regarde pas 8 heures. Moi, je l'ai fait pour Tolkien, pour l'univers. Et pour vous, et pour en discuter avec vous, et parce que comme ça m'énerve, j'aime bien râler. Mais je l'ai pas fait en me disant « Ouais, trop bien, un nouvel épisode de Ring of Power est sorti !» À part après l'épisode 6, et l'épisode 7 m'a dessus du coup. Parce que j'avais enfin la hype qui est arrivée. C'est problématique d'en arriver à une écriture pareille. Du coup, si on calme un petit peu le jeu et qu'on en vient au bilan, je dirais que la série est décevante. La série est décevante parce que déjà, elle est ennuyante. Elle est
pas conçu pour être une série, donc peut-être qu'ils auraient dû lâcher tous les épisodes d'un coup, et je pense que d'ici quelques semaines, voire mois, je les regarderai tous d'un coup, je ferai un binge watch comme on dit, pour voir si la série passe mieux en regardant les épisodes d'affilée. Mais en sortie comme ça, un épisode par semaine, je pense que ça correspond pas à la façon dont ils ont conçu leur concept, si jamais ils l'ont vraiment pensé de cette manière-là, et du coup, ça rend pas le visionnage très agréable. À chaque fois, il faut re-rentrer dans l'univers. En fait, t'as l'impression de ramer, t'as l'impression de te battre pour entrer dans le truc, de te battre pour suivre la façon dont c'est conçu, le rythme des épisodes. T'as pas l'impression qu'il est là pour t'accueillir et pour t'emporter avec lui, en fait. T'as l'impression que c'est toi qui dois aller à la série au lieu d'être emporté quasi involontairement contre ta volonté même dans les épisodes. Et ça, c'est très embêtant et ça fait qu'il y a des moments vraiment tu t'ennuies. Les passages des pieds velus, tu t'ennuies parce que tu tournes en rond et parce qu'il ne se passe rien. Et ça fait de la série une première déception. L'autre problème qui se pose, c'est la cohérence par rapport à l'univers de Tolkien. Je vous le disais, moi j'avais peur de deux choses. La cohérence par rapport à l'univers de Peter Jackson et la cohérence par rapport à l'univers de Tolkien. Par rapport à l'univers de Peter Jackson, on sent qu'ils essayent de faire des clins d'œil, que ce soit par les citations ou soit avec le Balrog. Alors effectivement, le style on va dire des personnages, des designs de personnages, le style des nains, le style des elfes est un peu différent, mais je trouve que globalement, ça pourrait correspondre. Je pense quand même qu'il faut faire un effort au niveau de la musique et avoir plus de plans larges naturels. Là, on a beaucoup de plans qui sont très centrés sur les personnages, plus de plans larges naturels qui font un peu massifs, qui font un peu impressionnant. Alors, je leur demande pas de faire du Peter Jackson, mais créer une cohérence visuelle avec l'univers préexistant, je pense que c'est important. Il n'y a pas une totale incohérence, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne matchent pas et il y a peut-être des efforts à faire de ce côté-là. Pour l'univers de Tolkien, on sent qu'ils ont fait des efforts, notamment au niveau de la musique, mais alors par contre, ils ne respectent absolument pas la chronologie, et ça se voit notamment autour de la problématique du Balrog et autour de la problématique de la révélation finale du dernier épisode, de qui est Rocketman, le SDF des étoiles. Là, ils ne respectent pas la chronologie de Tolkien. Et là, ça va poser problème, parce que du coup, je comprends pas pourquoi ils se mettent cette difficulté supplémentaire, parce que du coup, ils vont devoir créer des arcs chronologiques différents, ils vont devoir expliquer les gaps, les trous dans la chronologie et les incohérences chronologiques, et je trouve que c'est vraiment se mettre une épine dans le pied que de vouloir forcer la présence de certains personnages qui ne sont pas censés être là à cette période-là. Si c'est pour faire du fan service, je suis une fan et je me sens pas servie. Voilà. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai et je trouve ça très dommage. C'était les deux peurs que j'avais. Alors, on n'est pas complètement dans une incohérence, ils sont pas partis dans des délires qui sont complètement incohérents avec l'univers de Tolkien, et heureusement, mais c'est vrai qu'ils prennent énormément de liberté, et surtout au niveau de la façon dont ils écrivent l'aspect épique de leurs personnages, la construction et le fonctionnement des différentes civilisations, ils prennent des libertés, ils font un peu à leur sauce. Numénor, c'est pas gênant, en tout cas au niveau audiovisuel, puisque Numénor n'est jamais apparu dans les films Le Hobbit ou dans les films Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je pense que ça on le verra plus peut-être sur les autres saisons, mais ce qui est le plus décevant, c'est l'écriture des personnages, c'est l'écriture générale, c'est le rythme, la découpe, les cuts et la construction de la série. Ça c'est entièrement pour moi re-brainstormer, il faut qu'ils fassent des équipes qui brainstorment à fond, qui réfléchissent ensemble et qui trouvent une autre façon de monter leur série, de monter leur rythme, de créer l'emphase. Je vais être honnête, qui s'inspire de HBO. Ça sort en même temps que House of the Dragon, je l'avais dit dans ma première vidéo. Ils sont allés à la confrontation, House of the Dragon versus Rings of Power. Ils sont allés dans le fait de publier leur série au même moment. On les compare, si t'es un fan de ces univers-là, ces deux univers d'Heroic Fantasy, pas dans la même orientation, hein, l'un est plus dark, etc. Mais les fans vont regarder les deux, parce que c'est des univers qu'ils aiment. Et la comparaison est obligatoire, et au niveau de l'écriture, c'est un chaos total, chaos technique pour Ring of Power. Ils se font laminer. Donc, tu prends un peu d'argent, tu fais un peu moins de beaux visuels numériques, tu vas filmer dans la pampa néo-zélandaise, voilà, t'arrêtes de faire du numérique partout, tu prends l'argent que t'économises sur le numérique, tu le mets dans des gens qui savent écrire. Tu le mets dans des groupes de gens qui vont penser le rythme à l'échelle complète de la saison et à l'échelle de chaque épisode. Si tu veux sortir épisode par épisode, si tu veux sortir ta saison complète en binge watch, tu peux la penser en saison complète, mais là, il faut qu'ils pensent épisode par épisode parce que ça ne va pas. C'est très crispant quand tu passes 1 heure à regarder un univers et que tu te forces à rester dedans parce que tu te dis que c'est un univers que t'aimes et tu te dis que ça va finir par aller mieux. Chaque épisode, tu te dis j'espère que cette semaine ce sera mieux. C'est pas bon quand ça se passe comme ça. Et je suis honnête avec vous, je n'ai regardé que parce que c'est du Lord of the Rings.
Si ça avait été un tout autre univers avec une construction aussi déplorable, j'aurais arrêté la série. Après, apparemment, les scénaristes ont fait un espèce de mea culpa et ils ont dit qu'ils avaient pris note des remarques, etc. C'est bien, ils ont conscience d'avoir fait de la merde, ça aurait été bien de se rendre compte avant le grand public, en fait. C'est censé être leur métier, donc ils sont censés savoir si ce qu'ils délivrent au public c'est bien ou pas. C'est pas la pire série qu'on ait en ce moment. On n'a pas parlé de She-Hulk, on en parlera bientôt dans une prochaine vidéo, mais il y a quand même de gros soucis. Mais malgré tout ça, je pense que je continuerai à suivre la série et honnêtement, je continuerai à suivre la saison 2 parce que j'ai des curiosités sur comment ils adaptent certaines choses, parce que il faut reconnaître que le dernier épisode, à l'inverse de tous les précédents, sauf l'épisode 6 qui est mon épisode favori, mais il faut reconnaître que le dernier épisode, l'épisode 8 qui est sorti, il pose quand même des bases intéressantes pour une suite, même si on fonce un petit peu dans certains clichés qui ont l'air un petit peu désagréables à ma vue. J'espère qu'ils réussiront à slalomer entre les écueils du cliché et à nous faire quelque chose qualité House of the Dragon. Peut-être qu'ils vont appeler HBO pour avoir des petits tuyaux. Je regarderai la saison 2. Ça n'a pas été une expérience exécrable, mais il y a énormément de défauts, et pour une série qui était aussi ambitieuse et qui s'inscrivait dans un univers aussi ambitieux et aussi aimé, et qui a dépensé autant d'argent pour ça, je pense que c'est décevant. Être déçu, ça veut pas dire que ça vaut zéro, ou que ça vaut rien, ou que c'est nul, mais c'est décevant. Et plus tu t'attaques à un univers aimé, connu, reconnu, qui va t'apporter un maximum de viewers, c'est pour ça qu'ils ont acheté cette licence, c'est pour le fric, hein. Ils l'ont pas acheté pour l'amour de la saga, ils l'ont acheté pour le fric, parce qu'ils savaient que à l'OTR ça allait marcher. Mais quand tu t'attaques à quelque chose comme ça, tu le fais bien ou tu le fais pas. Pour moi, ils ne l'ont pas bien fait, donc est-ce qu'ils auraient dû s'abstenir ? Peut-être. Maintenant c'est là, on va pas faire comme si ça n'existait pas, et on espère très fort que pour la suite des événements, c'est-à-dire la saison 2 qui arrivera en 2024 je pense, ou 2025, pas grave si ça vient en 2025, qu'ils prennent leur temps, qu'ils réfléchissent. J'espère qu'ils sauront rattraper leurs erreurs et combler les difficultés qu'ils ont eues dans cette première saison pour me fournir quelque chose d'un peu plus quali pour un univers qui le mérite. Voilà, c'était une vidéo très longue, mais il faut dire qu'il y a de quoi faire et de quoi dire sur cette série Rings of Power. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis vraiment désolée qu'elle soit aussi longue, mais en tout cas, ils nous ont fait de la publicité mensongère, on s'est un peu fait rouler dans la farine, sur le Balrog, sur les anneaux, sur beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses à revoir, il y a quand même un potentiel de base qui est fort parce qu'on est sur du Tolkien, donc nous attendrons la saison 2, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série en commentaire, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à activer la cloche, ça permet d'être tenu au courant pour les vidéos, mais aussi pour les posts communautaires, également pour les shorts. Là on en a fini avec Rings of Power et on en a fini également avec la série She-Hulk, la vidéo bilan arrive très vite, elle arrive lundi, donc on va passer à la série Andor, qui est la prochaine série que l'on va suivre ensemble, et je vais essayer de maintenir des shorts de temps en temps et de suivre des séries ensemble parce que je trouve ça très cool. Donc la cloche ça sert à ça, pour les shorts c'est un peu différent des vidéos, comme ça vous êtes prévenus, pareil pour les posts, pareil pour les lives. Bref, je ne vous embête pas plus, je vous remercie vraiment très sincèrement de m'avoir écouté aussi longtemps. Je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être Ring of Power si vous n'avez pas encore vu, et nous on se dit à très vite. Je me suis fait un super café, je sais pas si vous verrez, avec de la mousse et tout, vous allez pas le voir. Là vous voyez un peu, j'ai fait un super café. Mais bon, c'est un elfe, les elfes ils ont pas de brushing, mais comme on a un elfe aux cheveux courts de toute façon, voilà, apparemment, dans le passé, les elfes ils étaient un petit peu yolo au niveau de la coiffure, mais comment il s'appelle ce couillon ? Oh, j'ai oublié son nom. Elendil et son fils, c'est Numénor. Mais non, mais pourquoi je pense à Numénor ? Oh, le fils d'Elendil, j'ai oublié son nom. On télécharge des wallpapers pour notre écran, voilà, de la série Ring of Power. Je vais me calmer. Honnêtement, il se passe tellement pas grand chose qu'au niveau spoiler, il n'y a pas grand chose à dire à part the big révélation du dernier épisode. Vous avez quoi d'autre à dire ? Rien, enfin voilà. Ces anneaux de pouvoir, alors déjà ils auraient pas dû appeler ça anneaux de pouvoir, hein, ils auraient dû appeler ça The Rise of the Mordor. Sauron the Comeback. Le retour de Sauron. Après le retour du roi, le retour de Sauron. Comme ça, le retour du mal, the rise of the bad guys. Enfin, bref, ils auraient pas dû appeler ça les anneaux de pouvoir. Pour moi, les anneaux de pouvoir, ce sera probablement la prochaine saison. Ouh, c'était long et j'ai dû faire 2 pauses pour charger mon téléphone. 2 pauses, on dirait pas comme ça parce que c'est la même tasse. Mais c'est mon 3e café. Mais je suis allée au travail aujourd'hui et je suis fatiguée. Voilà, je raconte ma vie, la vidéo va être encore plus longue, je n'en dis pas plus.